d'être une puissance atomique officieuse. Réponse après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est une tradition à la télévision nord-coréenne. À chaque annonce importante, cette présentatrice vedette de 72 ans reprend du service. Le satellite est entré sur orbite comme prévu 9 minutes et 46 secondes après le décollage. Hier, c'est donc elle qui annonçait le lancement d'une fusée depuis le centre spatial de Pyongyang sur ordre du numéro 1 du régime, le tout-puissant Kim Jong-un. Un tir condamné dans la foulée par le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence. Pyongyang prétend qu'il lance ce qu'il a appelé un pacifique satellite d'observation de la Terre. Mais personne n'est dupe sur ses intentions. De New York à Séoul, la communauté internationale accuse la Corée du Nord d'avoir testé en fait un missile à longue portée capable de transporter une charge nucléaire. L'inquiétude grandit en Corée du Sud. La Corée du Nord a ignoré les avertissements de la communauté internationale. Elle a commis une provocation inacceptable avec le lancement d'un missile à longue portée, un mois après un 4e essai nucléaire. Séoul et Washington ont annoncé dès hier l'ouverture immédiate de pourparlers sur le déploiement en Corée du Sud d'un système de défense antimissile américain. La menace nucléaire est prise au sérieux car régulièrement, Kim Jong-un provoque ses voisins et même les États-Unis. Si la guerre éclate à nouveau dans la péninsule, elle engendrera un désastre nucléaire massif et les États-Unis ne seront pas à l'abri. Le régime mégalomaniaque de Pyongyang peut-il réellement frapper le territoire américain? Comment désamorcer la bombe Kim Jong-un? Bonsoir à tous les trois. Olivier Guillard, vous êtes politologue spécialiste de l'Asie. Vous êtes directeur de recherche sur l'Asie à l'IRIS. Vous avez publié De l'impasse afghane aux errances, ça tombe bien, nord-coréennes chez Nuvis. Cet ouvrage que voici, on le voit sans aucun doute derrière moi. Et vous considérez qu'on aurait tort de croire que la Corée du Nord n'est que dans la provocation, puisqu'essai après essai, ses capacités techniques progressent et s'accroissent. À côté de vous, Jean-Dominique Merchet, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense. Selon vous, il y a des raisons d'avoir peur, car la Corée du Nord est un régime en roue libre que personne ne contrôle, pas même la Chine. Et enfin, François Godement, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Chine. Pour vous, avec ce test balistique, la Corée du Nord reste dans une logique de dissuasion pour que les autres pays s'intéressent à elle. Mais il n'y aurait pas de vraie raison d'avoir peur. On va explorer tout ça. Nadia, après une question d'un de nos spectateurs, terrorisés ou pas? Absolument, et qui veut comprendre ce qui est en train de se passer. En tout cas, la voici. N'est-ce pas un énième coup pour attirer l'attention afin de négocier une aide alimentaire? Olivier Guillard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la Corée du Nord veut obtenir en multipliant comme ça les provocations? Alors c'est une question à $500 000. Donc l'ensemble de la communauté internationale on les a. pose un petit peu. Écoutez, je suis ravi de l'entendre. Tout le monde cherche en fait. On s'en reverra à la fin de l'émission. Donc en définitive, beaucoup de gens, on est surtout dans la supputation. On n'a aucune certitude quant à ce qui se passe véritablement derrière ce cerveau, enfin les cerveaux, puisque Kim Jong-un, ou Un, comme on le veut, donc n'a pas toutes les clés de ce pays. C'est une bonne chose dans une certaine manière. Il y a plusieurs tests possibles. Soit nous sommes dans une logique, effectivement, dont je rejoins un petit peu le propos de mes collègues et voisins, soit nous sommes dans une logique il s'agit d'attirer l'attention pour que l'on revienne, qu'on réintègre d'une manière ou d'une autre, par la force et par la mauvaise manière, la violence, la provocation, tout ce que vous voulez, la Corée du Nord dans un jeu, donc la sortir de l'ornière dans laquelle elle s'est mise toute seule, c'est une possibilité numéro un, auquel cas on tape de plus en plus fort sur la table, mais pour l'instant ça n'accouche pas grand-chose. La deuxième chose, et parmi les autres pistes que l'on évoque aussi assez régulièrement autour de Pyongyang, est cette possibilité de se dire la Corée du Nord, l'équipe actuelle donc, est dans une logique elle veut arriver à un certain résultat à un certain moment. Pour ce faire, elle est sourde aux récriminations de la communauté internationale, même donc, du voisin et allié sponsor stratégique chinois. Et à un certain moment, cette Corée du Nord va peut-être vouloir venir autour de la table des négociations en disant nous ne sommes plus dans les mêmes conditions que dans les années 90 ou dans les années 2000. Aujourd'hui, nous avons sur la table ceci. Qu'est-ce que vous proposez en contrepartie? Bon, alors ça, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, ce chiffre, cette distance. Mais oui, parce qu'en fait, tout le monde. part de là, Elisabeth, 10 000 comme 10 000 kilomètres. En fait, c'est la distance que peut parcourir ce missile qui a été lancé donc dimanche matin par la Corée du Nord. Est-ce que ce missile qui intervient, donc ce lancement qui intervient juste un mois après un essai d'une arme qu'on a supposée nucléaire, cette fois, c'est du concret, c'est du tangible. On n'est plus dans simplement le coup de bluff. Francis Godement.
Mais on était déjà dans le tangible et le concret avec les centaines de missiles nord-coréens à courte portée qui menacent par exemple la Corée du Sud, ou avec les tirs précédents. Là, on a une allonge, 5500 km pour l'instant, ce qui ne nous dit pas encore que le missile a la capacité de retomber au bon endroit et de transporter une charge. Ce qu'on sait, c'est qu'il a mis une charge en orbite. On nous dit un objet. C'est un missile ou une fusée? C'est vraiment un missile. C'est un missile. C'est C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Simplement, les Nord-Coréens en distinguent la destination. Ouais. Ils disent, nous, on ne fait pas un test de missile, on fait un lancer de satellite. C'est Et ça. de fait, Ouais. Sud-Coréens et Américains reconnaissent, comme en 2012, qu'il y a un objet. Ça pourrait être un ballon de football, si vous voulez. Il n'est pas... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il fait de 2 Ce tonnes qui est quand même. Il fait 2 tonnes. l'habillage diplomatique. Alors, la capacité d'emport compte. Aussi important que ça, je pense, il y a le test du 6 janvier. C'était peut-être pas, comme il a été dit, une bombache, parce que le rendement n'est pas assez fort. Ça pourrait être l'amorce d'une bombache, c'est-à-dire un changement de technologie, quelque chose qui prélude à la capacité de miniaturiser et donc de monter à bord du missile. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, ce sont des pièces détachées. Jean-Dominique Merchet, cette longueur, cette distance qui est si importante, ça veut dire quoi? Oui, Que clairement, l'Amérique peut être touchée? clairement, les Nord-Coréens progressent. Ils sont partis de technologies extrêmement primaires, primitives, et dans le nucléaire, et dans la capacité de transporter l'arme nucléaire. Un pays qui sait mettre en orbite un satellite, en fait, il sait envoyer un objet assez lourd, donc faire peut-être l'essentiel, une d'une bombe, certaine manière. Ouais. à 5, 10 000 km, donc des portées stratégiques, comme on dit. Donc effectivement, les Américains peuvent avoir peur, mais la menace, elle est surtout régionale. C'est-à-dire, effectivement, François le disait, la Corée du Sud, le Japon, la Russie est juste à côté, la Chine est juste à côté. On est quand même dans une région extrêmement chaude, extrêmement compliquée. On se rapproche des côtes géopolitiquement, américaines. Vous Et connaissez les très bien les Américains sont là. milieux Et les militaires, Jean-Dominique Merchet. Est-ce que dans les militaires que vous voyez, ils prennent au sérieux maintenant cette menace-là? Honnêtement, les Français, la France et Se sent peu globalement concernés. l'Europe est hors jeu sur cette affaire. On est une puissance nucléaire et on est membre du Conseil de sécurité permanent du Conseil de sécurité. Donc on proteste. Donc on proteste, participe donc aux on est mesures. un acteur. Mais on n'est pas un acteur premier, Ouais. comme on peut l'être sur des crises comme la Syrie ou le Sahel. Là, c'est vraiment plutôt une histoire des Américains. François Godement, vous voulez Il y a rajouter un quelque côté chose? qui nous concerne quand même, c'est l'effet de miroir entre l'Iran et la Corée du Nord. C'est-à-dire? Oui. Ils se sont toujours appuyés sur l'avancée l'un de l'autre, si vous voulez, et sur les difficultés que ça provoquait. Or, on n'y prête plus attention, mais après la signature de l'accord nucléaire avec l'Iran s'est permis un tir balistique. Il a été question de sanctions, puis personne ne voulait avorter l'accord nucléaire, et donc en gros, on a laissé passer. Est-ce que la comparaison est valable entre l'Iran et la Corée du Nord? Pas tout à fait au point de vue régime, non, bien sûr. Non. L'Iran Parce a qu'il y a des d'autres intentions. atouts, je veux dire, pour l'Iran, devenir un État du seuil nucléaire, c'est représenter une possibilité, pas forcément l'atteindre, il y a une autre diplomatie. Pour la Corée du Nord, c'est l'instrument de la survie diplomatique. Ouais. Mais c'est ça Je crois qui qu'il y a paraît, vraiment... Ah, pardon. qui paraît vraiment assez incroyable. Ce pays est isolé du monde, l'objet de sanctions, il est coupé depuis des décennies. Il a appris vaguement des rudiments de l'atome via les soviétiques dans les années 50. Comment il a les moyens aujourd'hui d'inventer ces technologies et d'envoyer ce type de missiles? Olivier Guillard. Il consacre l'essentiel de ses moyens à ça. Enfin, Voilà, c'est fort simple. Si vous décrétez que le bien-être de votre population, le développement du pays n'est pas une priorité, mais que la priorité des priorités nationales, c'est dans leur programme officiel. On met tout là-dedans. On met ce qu'il faut dedans et peu importe le coût. Et le coût, en définitive, ce ne sont pas des récriminations populaires. On n'a pas trop le droit d'exprimer sa colère ou son courroux dans ce pays-ci. Et en définitive, la Corée du Nord, a beau être un des pays les plus isolés de la planète, elle se trouve quand même des compagnons de route susceptibles de temps en temps de faire quelques transferts de technologie. Lesquels? À part les Chinois? Eh bien écoutez, il fut un temps question de copinage ou d'échange d'expertise avec le Pakistan, encore une nation Qui est extrêmement... nucléarisé, oui. Tout à fait, et puis de très bonne réputation également, et bon, d'autres dont on évitera de se faire les... On ne peut pas dire. Non, parce que Ah bon vous avez un marché également qui est parallèle, vous avez de l'expertise également qui n'est pas nécessairement nationale, mais scientifique, vous avez des hackers qui sont tout à fait solvables, ou en tous les cas... Des mercenaires, prêts à se... Ce sont des, croyez-moi, tant que les nationalités ici n'entreraient pas dans la pièce. Donc l'expertise existe, il s'agit simplement de la capter. D'accord. Alors, on va revenir au principal intéressé. Est-ce qu'il est lui-même une fusée? On n'en sait trop rien, mais si Kim Jong-un les lance, eh bien Thibault Nolte l'allume. Voici Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires.
Si la Corée du Nord poursuit ses tirs de missiles balistiques, c'est pour faire valoir l'autorité internationale de son leader. Alors, faut-il atomiser Kim Jong-un? En 2011, Kim Jong-un a sauté dans le grand chaudron mythologique de la Corée du Nord en succédant à son père, légende lui-même, né dans une cabane où il fut accueilli par une étoile scintillante au firmament d'un arc-en-ciel. Jong-un a décidé de briller par l'atome. Un domaine où il balbutie encore, car sur le reste, le tyran de 33 ans offre un printemps de talent. Capable, selon la propagande, de conduire à 3 ans, piloter un hors-bord à 9, auteur d'une thèse à 16. Si toi tu comprends, les autres comprendront. Et présentement alpiniste surdoué gravissant des pics enneigés de son pays en paletot de laine et souliers vernis. Main froide, cœur chaud. Le ministre de la Défense, sa tante, son ex, son oncle, s'ils n'avaient été exécutés par Kim pour divers motifs, de la sédition à la sextape et, selon diverses méthodes, du poison au tir de missiles anti-aériens, pourraient témoigner de la dimension du rejeton tour. Oui, mais on est mort. Kim est obèse, frappé de diabète, goutte et hypertension artérielle, cause d'une harmonie excessive avec les mentales. Car le satrape révère le fromage à trous depuis sa radieuse scolarité en Suisse. Et c'est pour modeler le monde, à l'image de son frometon favori, qu'il veut maintenant y faire des trous avec ses missiles. Simple psychologie crémière. Merci Thibault Noll. Jean-Dominique Merchet, le satrape, a été surnommé par le quotidien Libération ce matin Kim Folamour, en référence au docteur Folamour de Kubrick. Est-ce que la paranoïa peut expliquer une espèce de mécanique folle qui le pousse à aller toujours plus loin en avant et que ça devienne totalement incontrôlable? Non, je crois au contraire qu'il y a une grande rationalité. Ah oui? Peut-être une rationalité folle. Un excès de rationalité peut conduire à la folie, mais je pense qu'il y a quand même une grande rationalité puisque ce régime et cette dynastie, cette famille, cette monarchie rouge achète son assurance vie. Quand on a l'arme nucléaire, on est tranquille. Si Saddam Hussein avait eu l'arme atomique, si Kadhafi avait eu l'arme atomique, il serait toujours là installé à Bagdad. Ça n'est pas pour appuyer sur le bouton, c'est simplement pour éventuellement caresser le bouton. On est dans une logique de dissuasion. Un pays qui a l'arme atomique, on lui parle poliment. On ne fait pas une expédition militaire dans ce pays pour le renverser. Voilà. Donc ils achètent leur assurance vie. Mais est-ce qu'il n'est pas imprévisible? Ils sont rationnels. Mais il est imprévisible, tout peut se passer. C'est tout le jeu de la dissuasion nucléaire. Ouais. Est-ce que Staline était un homme imprévisible? Est-ce qu'il est plus fou que Staline? Olivier Guillard. Là, on est dans une compétition extrêmement relevée. Oui. Non, mais Staline avait l'arme nucléaire. Mais je rejoins un peu le propos de mon voisin. En définitive, évidemment, les nouvelles sont la plupart du temps essentiellement mauvaises venant de Pyongyang, mais en définitive, donc, elles s'inscrivent dans, pour peu qu'on les observe au quotidien depuis quelques années, c'est à peu près tout le temps la même chose. En définitive, on est toujours dans une provocation, sans s'amener à un type de réaction de la part d'en face, soit Séoul, soit, mais essentiellement c'est Washington, éventuellement dans une moindre mesure Pékin. Il faut obtenir un certain résultat, et puis c'est toujours pareil, on est dans une logique où en définitive, nous faisons semblant de sanctionner la Corée du Nord depuis 2 décennies, et à chaque fois, nous faisons semblant. Oui, nous avons essentiellement des sanctions qui sont soit bilatérales, à savoir, vous n'aurez plus le droit de commercer avec nos banques ou de venir vous déplacer chez nous, comme si les Nord-Coréens venaient donc faire leurs emplettes ou faire les soldes à Paris. Je peux vous garantir que ce n'est pas tout à fait le cas, de certains peut-être, mais ou alors ce sont des sanctions onusiennes qui ont tendance à sanctionner des sociétés qui de toute façon n'avaient pas la moindre aptitude à venir travailler chez nous. Et je passe encore de certaines modalités administratives. Ça ne compte absolument pas. Et surtout, tant que vous êtes protégé une fois encore par un parapluie diplomatique relativement fort, le voisin chinois est de plus en plus écouté depuis 20 ans, il est à certains moments aujourd'hui, et le voisin chinois dilue à chaque fois ce qui pourrait être une sanction beaucoup plus substantielle. Pour l'instant, donc Pyongyang est relativement à l'abri et tranquille. Justement, François Godement, vous êtes spécialiste du voisin chinois, comme dit Olivier Guillard. Que dit le voisin chinois avec cette nouvelle rodomontade? Je crois que le dilemme chinois sur la Corée du Nord, il nous rappelle quelque chose qui est vrai du Proche-Orient aussi, et soit du régime d'Assad, soit de Daesh, c'est que c'est la première priorité d'à peu près personne de l'abattre.